Après B ou D, quel véhicule Zeekr qui entre sur le marché en deuxième va-t-il apporter? Est-ce qu'il y aura le modèle que nous souhaitons? Ah, voici le modèle qui apparaît. Oh, la Zeekr 7X est clairement indiquée et il a été annoncé que divers modèles de Zeekr seraient lancés sur le marché national. Si c'est le cas, la Zeekr 7X sera forcément lancée. Je vous ai jusqu'ici informé avec des données étrangères. En fait, c'est moi qui l'ai vu en premier. Ils ont vraiment créé un site web de ce niveau. J'ai été vraiment surpris. Mais la raison de ma surprise, ce n'est pas parce qu'il est bien fait ou qu'il est impressionnant. Ils ont résumé en détail leur propre compétitivité pleine de confiance. Waouh, ils ouvrent vraiment jusqu'à ce point. En fait, vous avez sûrement vu beaucoup de sites web de marques de voitures importées en Corée, mais un site qui met autant d'informations détaillées, c'est la première fois que j'en vois un moi aussi. Donc si la dernière fois, je vous ai informé via le site chinois, cette fois-ci, je vais enfin vous présenter les informations officielles de la Corée. Le visage du Zeekr 7X et ses spécifications sont visibles. La batterie haute tension de 800 volts délivre 475 kW et utilise la technologie nickel-cobalt-manganèse avec une capacité de 101 kWh. Ce n'est pas une lithium-fer-phosphate, mais probablement une batterie Kirin, élément clé du véhicule électrique. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà compris en voyant ces spécifications. La version haut de gamme devrait être lancée sur le marché national. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré une information vraiment importante, c'était justement ce tableau. Dans le cas du 7X, il est lancé en 3 versions différentes en Chine, et à l'international, il existe des spécifications légèrement différentes. Donc, si l'on regarde uniquement ces 3 spécifications, on peut clairement savoir avec quelle gamme il sera lancé. 475 kW avec 805 et la batterie la plus importante est de 100 kWh. À partir de ces informations, il semble que le modèle qui sera lancé dans notre pays sera le modèle haut de gamme. Le modèle haut de gamme est équipé d'une batterie de 100 kWh et il y en a 2 de 100 kW. Le modèle Core propulsion à moteur arrière et batterie de 75 kWh uniquement n'est donc pas concerné. Il en reste donc 2. Parmi ces deux-là, tout à l'heure, vous avez eu cette information. La puissance maximale est de 475 kWh. Si vous regardez attentivement, c'est indiqué juste ici. Les 475 kWh de puissance sont proposés uniquement sur la finition la plus haut de gamme. Ah, dans ce cas, ce qui est un peu dommage, c'est que le prix risque d'être élevé. Étant le modèle haut de gamme, il est entièrement équipé. Ah, c'est un véhicule de la taille du Sorento. Le 0 à 100 s'effectue en 3,8 secondes, bien sûr il sera équipé de moteurs doubles à l'avant et à l'arrière, et l'autonomie importante est de 543 km. Ces infos venant du site chinois, j'estime qu'après homologation en Corée, l'autonomie sera d'environ 400 km voire un peu plus. Avec le système 805, la recharge de 10 à 80% dure 16 minutes, jante 21 pouces et cuir, n'a pas proposé. Maintenant que nous savons de quel véhicule il s'agit, il y a d'abord un point important à voir sur cette finition haut de gamme. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'informations surprenantes, commençons par celle-ci. Il y a une fonctionnalité qu'on trouve rarement sur les véhicules nationaux. On pourrait dire que ce n'est pas grand-chose, mais c'est justement cette partie-là. C'est indiqué précisément en coréen, contrôle d'amortissement variable et le pack de suspension pneumatique Magic Café sont proposés. C'est la finition la plus haute, mais je ne sais pas si c'est une option ou fournie de série, selon le site officiel. Au contraire, si c'est en option, cela peut faire baisser le prix. Comme seules les personnes qui en ont besoin peuvent le choisir, je pense que ce serait même mieux que ce soit une option. Sinon, si c'est fourni de série, le prix sera sûrement plus élevé, non? Sur les véhicules nationaux, il n'y a quasiment plus de suspension pneumatique. Seule la G90 modèle haut de gamme de Genesis possède une suspension pneumatique. La GV80 n'en a pas, mais la G70X7X en est équipée. La hauteur du véhicule est réglable sur 5 niveaux et s'ajuste automatiquement entre 25 et 45. Le fait que cette suspension pneumatique soit installée apporte évidemment un avantage en termes de confort de conduite, mais l'aspect le plus important est qu'elle permet au véhicule de rester à niveau pendant la conduite. On peut donc s'attendre à un meilleur confort et de meilleures performances de conduite. En fait, c'est aussi quelque chose qu'on a du mal à trouver dans le pays. Sauf pour la Genesis G80 ou GV80, on ne trouve pas de double triangulation. Bien sûr, certains véhicules utilitaires, comme le porteur ou les camions à usage spécial, utilisent aussi le double triangulation. Mais le 7X est équipé d'une suspension à double triangulation avec suspension pneumatique et l'arrière est en 5 bras.
Ce système à 5 bras relie la suspension avec 5 bras de liaison. Dans les voitures grand public, on utilise souvent un bras de suspension arrière pour élargir l'espace intérieur tout en gardant une bonne performance de conduite. Dans les modèles haut de gamme, une suspension indépendante à 5 bras est préférée. En voyant cette configuration, on sait qu'elle équipe des véhicules comme la Genesis G80, la GV80, etc. Comme il y a autant de détails, je voulais vraiment vous présenter les informations du site officiel. Et ce qui m'a surpris, le système de freinage de Zurich utilise une combinaison d'étriers Akebono et de freins Brembo. Les deux sont très réputés. Je ne sais pas si c'est logique d'avoir ça sur une voiture de cette catégorie. On voit tout de suite les grands disques percés. Ils sont conçus pour dissiper efficacement la chaleur. Waouh, une telle configuration est rare sur les voitures nationales. Pour cet équipement, il faut au moins une Genesis intermédiaire ou supérieure ou un freinage haute performance comme sur la N, une vraie fierté nationale. Ce sont des pièces que l'on peut retrouver. J'ai été tellement surpris que je me suis un peu étendu, mais regardons ensemble le contenu du site officiel. Tout d'abord, la longueur est trop de 4800 sur 800 mm. Chez Detroit Antoine, vous pouvez penser que c'est similaire au Sorento de taille moyenne vendu en Corée. La largeur est de 1922 mètres, donc elle est presque identique à celle des véhicules nationaux, avec environ 1922 mètres. Ce n'est pas tout à fait 2 mètres, donc en tenant compte des parkings en Corée, cette taille est convenable. La hauteur est de 1650 mm, ce qui est un peu plus bas que prévu. L'empattement, essentiel pour l'espace intérieur d'une voiture électrique, est de 2900 mm, ce qui, vu la taille du véhicule, du coup, est-ce qu'il y aura des sièges inclinables à la deuxième rangée? C'est ce que je me demandais. Sur la version chinoise, cette fonctionnalité était disponible. Il y avait même un repose-jambes pour plus de confort. Comme c'est une version full option, cette fonctionnalité ne sera sans doute pas disponible en Corée, donc on ne sait plus non. C'est ce que je pensais. Tout d'abord, comme il s'agit de la finition la plus haute, ce genre de fonctionnalité pourrait être proposé en option. Regardons les couleurs proposées en Corée, il y a un total de 6 couleurs disponibles. Et la couleur que vous achèterez le plus sera le blanc cristal. Je vais le faire tourner comme ça, voici à quoi ressemble l'avant. Ici, les véhicules de la marque ZEEKR utilisent très bien les éléments LED comme ceci. Quand on parlait des 3 grandes marques allemandes, auparavant, on se demandait laquelle utilisait le mieux les LED. À ce moment-là, on avait choisi Audi, n'est-ce pas? C'est peut-être pour ça que le design du véhicule ressemble un peu à celui d'Audi, il y a une raison à cela. La personne qui a conçu ce véhicule s'appelle Stéphane Sielaf, et il a déjà travaillé sur le design d'Audi. Audi était même vu comme une entreprise d'éclairage grâce à ses éclairages spectaculaires. Ce design a été adopté par la 7X. Voilà à quoi ressemble la couleur noire. La nuit, ces parties ressortiraient sûrement, et puis comme l'étrier est de couleur rouge, il se voit vraiment bien. Voici la couleur Ice Silver, sobre et évoquant la propreté, ainsi que la couleur Forest Green. Je pense qu'il faut vraiment voir ça en personne parce que, selon la façon dont on le regarde, la couleur paraît très différente. Je vous recommande donc de la voir directement. Voici le bleu et le toit argenté. D'habitude, cette partie est en noir, mais ici, le toit argenté dans une teinte plus claire de bleu ressemble à ceci. C'est peut-être pour ça qu'on ressent beaucoup plus cet effet flottant dans le design. Pourquoi est-ce que ça a l'air aussi épuré? Beaucoup de gens doivent se poser cette question. Le capot avant s'ouvre en une pièce type clamshell. En Corée, seul le Genesis G90 a ce capot, c'est presque similaire. À cause de ce design, le pilier A donne l'impression d'être enfoncé vers l'intérieur. Et si vous regardez du côté de la porte, cette partie est un peu différente. C'est un design épuré, comme si ça avait été découpé proprement et lisse. Habituellement, sur les véhicules nationaux, on voit à cet endroit un plastique moulé noir. On appelle ça la méthode de vitrage affleurant. Cette méthode, utilisée sur les Land Rover ou véhicules haut de gamme, donne un aspect très propre de côté. La dernière couleur, c'est le violet foncé. Je pense que ce n'est pas facile de choisir cette couleur. Mais je trouve que c'est une couleur vraiment élégante. C'est une couleur que j'aimerais essayer au moins une fois. La couleur intérieure a également été dévoilée. D'abord, la couleur claire est violet et blanc. Comme c'est du violet, il y a une légère teinte pourpre. Quand j'étais en Chine, j'ai déjà vu cette couleur sur un autre véhicule de Zik. On peut dire qu'il s'agit d'un ton brun clair avec une touche de violet. Et cette partie entourée de métal avait vraiment l'air très bien.
Ce n'est pas une couleur flashy, mais plutôt un rose, ce qui était très agréable. La couleur que vous voyez maintenant est le violet et blanc, et il y a une autre couleur disponible. C'est le gris et noir. Vous pouvez voir que le volant bicolore est fourni de série. La sensation des boutons, ce genre de détails, et ici on a presque l'impression d'un meuble. Je pense qu'il faut vraiment le voir en personne. Ces détails étaient vraiment remarquables. L'an dernier, lors de ma visite au siège de JIC, je vous en avais parlé en vidéo. Si l'on ne considère que le niveau d'émotion, c'est suffisant pour être comparé à Genesis. C'est ce que j'ai pensé. Je pense qu'il est encore plus important que vous le voyez vous-même. Et ce bouton que l'on aperçoit discrètement, c'est la porte électrique proposée sur la Genesis G90. C'est un type électrique qui s'ouvre en douceur lorsque vous appuyez sur le bouton ou sur la pédale de frein. C'est surprenant de trouver cette fonctionnalité sur une voiture moyenne. Voici le double chargeur avec une fonction réfrigérateur de ce côté. J'ai déjà expliqué le design dans la vidéo précédente, donc je vais passer rapidement. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à consulter la vidéo précédente. Des photos détaillées ont également été publiées. Le design descendant du toit ressemble à cela. Vu de ce côté, ça fait penser à Porsche, non ? Le système de freinage haute performance avec sa couleur rouge paraît très dynamique. Vous ignoriez sûrement qu'il existait de tels détails sur les feux arrière, pourtant ils existent. On dirait que des pointes numériques sont reliées entre eux et ce genre de design est un élément commun que l'on retrouve sur les véhicules Zeekr. J'ai rassemblé ici les 6 couleurs qui sont vendues en Corée. En les voyant ensemble, le bleu rend bien aussi. Les couleurs classiques sont le noir, l'argent et le blanc. Et personnellement, je trouve le violet très séduisant. C'est vraiment comme ça que ça ressort. Ce sont tous de petits points. Il y a pas moins de 1831 petites lampes qui composent de l'ensemble. Au milieu, le Daytime Running Light sépare le haut et le bas, et la source lumineuse du phare se trouve en dessous. Dans l'ensemble, cette grande surface brillante s'appelle Stargate, et selon moi, elle mesure 93 pouces et 100. Il y a aussi des lumières d'accueil multicolores. Je vous ai dit que la porte latérale est de type flashing glazing, la surface est vraiment propre, et l'élément de design qui la rend encore plus élégante, c'est la porte sans cadre. Avec ce genre de design, le volume latéral s'enchaîne de façon très fluide. Avec l'ajout de la porte automatique affleurante, on sent vraiment qu'il s'agit d'une voiture électrique haut de gamme. Pour utiliser confortablement la porte arrière, il vaut mieux qu'elle s'ouvre à 90 degrés. Mais cette ouverture dépend aussi de la technologie. Elle s'ouvre et se ferme presque à 90 degrés. En haut, une porte sans cadre. Les 4 vitres sont en verre acoustique double vitrage. La porte a aussi une autre particularité. Si vous regardez bien, ce n'est pas un peu exagéré ça. Un pare-soleil électrique est inclus, ainsi qu'un bouton de porte électrique. Ce véhicule haut de gamme possède presque 3 haut-parleurs par porte. Vous pouvez observer discrètement, ici, grâce à une fonction de glissement électrique, pour aller et venir. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Dans les voitures haut de gamme, les charnières sortées sont en fonte monobloc. On voit aussi un peu le réfrigérateur. Voici l'intérieur. Une voiture bien conçue donne envie de monter à bord, avec cette impression d'ouverture. Au-dessus, il n'y a pas de cadre. Un vrai toit ouvrant panoramiquement, c'est ça. Il ne suffit pas de proposer cela, car de nombreuses voitures électriques n'ont même pas de pare-soleil. Un épais écran de protection est fourni séparément. Ce qui m'a surpris, c'est qu'en rabattant complètement les sièges, cet espace permet de dormir dans la voiture. Donc il y a une ventilation du côté sans pilier. Et puis essayez de le trouver vous-même. Il y a une fonctionnalité qui n'est généralement pas offerte, même dans les véhicules de taille moyenne, c'est le haut-parleur ici. Le véhicule que vous voyez maintenant n'est pas un 7 places, mais ils ont quand même mis un haut-parleur ici. C'est aussi utile quand on part en camping-car. Bien sûr, la qualité sonore est encore meilleure si des haut-parleurs sont également installés à l'arrière. Sur les véhicules nationaux, il y a des haut-parleurs à la 3e rangée uniquement sur les modèles qui offrent 3 rangées de sièges, donc ce genre de détail peut sembler anodin, mais c'est vraiment impressionnant. Il y a aussi des tweeters au plafond. Évidemment, cela permet d'obtenir un son beaucoup plus immersif. À l'intérieur, il y a un éclairage d'ambiance élégant. Comme la lumière indirecte est projetée depuis le dessus du métal, cela donne un effet scintillant et subtil, un peu comme des bijoux. Il existe des boutons physiques à presser par le dessus, appelés boutons piano car ils fonctionnent comme des touches de piano. Il y a 4 boutons piano et une molette de volume de ce côté. Même ce détail n'a pas été négligé. Il propose 2 fonctions de charge sans fil double. La traduction coréenne est déjà terminée. Une fonction permet aussi d'ajuster la hauteur de la suspension. Il existe un mode camping-car, lavage et animal de compagnie.
En mode camping-car, les sièges devraient se replier automatiquement. Pour les modes lavage et animal de compagnie, je suis curieux, donc si le véhicule arrive en France, je vous donnerai plus de détails. Bien sûr, les sièges avant offrent la ventilation et le chauffage. Sur la version internationale, les sièges arrière sont également ventilés, donc j'imagine que ce sera aussi le cas en France. Je vérifierai aussi ce point. On remarque que les montants sont recouverts de suédine douce. Il y a aussi un porte-manteau ici. Des haut-parleurs sont installés au-dessus de la première rangée. Dans la deuxième rangée, comme déjà mentionné, le store du toit en verre possède une occultation épaisse. Il sert aussi à réduire le bruit et la chaleur venant de l'extérieur. Et là, je regarde la première rangée depuis la deuxième, et il y a aussi des haut-parleurs installés au plafond de la deuxième rangée, comme ceci. Ceci est une lampe de lecture et de cartes, mais lors de ma visite chez Zeekr l'an dernier, j'ai découvert qu'elle n'était pas une simple lampe de cartes. Un appui active une lumière couleur ampoule, un second appui une lumière blanche intense. J'ignore si la 7X offre aussi cette fonction. J'ai été surpris. Les sièges arrière y sont électriques. Oui, électriques. Ce qui veut dire qu'il y a un cadre au milieu. Il y a une barre qui permet de monter et descendre. Ah, des sièges électriques dans cette catégorie, quand même. Voyons aussi les photos de l'intérieur. Un espace de rangement se trouve en bas. Et comme ça, tout l'éclairage s'allume depuis le contour de la console au plafond. On peut donc s'attendre à un intérieur plus lumineux pendant la nuit sombre. La boîte brillante a un intérieur fini en douceur. Il y aura donc sans doute moins de cliquetis. Il semble qu'il y ait une lampe au-dessus, ici c'est assez lumineux, et il y a ce genre de petite fonctionnalité sympa. On dirait que c'est du côté de la porte à 2 battants. Un boîtier en verre est sous-fourni. Ah, mais regardez cette finition. J'ai été surpris par ce genre de détails. Zeekr est une marque haut de gamme, même en Chine, avec des véhicules chers. Mais sur ces détails, je l'ai trouvé plus impressionnante que certaines voitures de luxe. Les sièges de la deuxième rangée sont rabattus, mais ce n'est pas plat. Cette partie est surélevée, n'est-ce pas? Ah, là-dessus aussi, j'ai beaucoup à dire. Il y a une lumière dans le coffre et une de ce côté. Avec 2 lumières, l'intérieur est encore plus lumineux. C'est aussi idéal vu depuis la zone de chargement. Ah, mais un toit est fourni. Le fait qu'ils le montrent en photo comme ça veut dire que c'est proposé en accessoire, non? Ils l'ont vraiment? Le toit en verre offre une vue aussi dégagée. Rien qu'en le regardant, on a l'impression que l'esprit s'ouvre. Les verres de lunettes que vous avez vus tout à l'heure sont ici. Il y en a 2 de ce côté. Et il semble qu'il y en ait un en haut. La fonction réfrigérateur à 2 zones permet de régler la température de -6 à 50 degrés. Pourquoi cela me rend-il si jaloux? Ce type de fonction est bien plus élégant, intégré d'origine, et aurait dû être proposé d'abord sur les véhicules nationaux. Ah, c'est un peu dommage. Et puis le coffre peut être utilisé de manière efficace grâce à ce système de plancher à bagages qui s'ouvre et se ferme comme ça. Il y a aussi une rainure de ce côté. Donc même si vous chargez des bagages, ils ne glissent pas, ou bien vous pouvez utiliser cet espace de manière plus efficace. Maintenant, le système audio que j'aime va être présenté. 21 haut-parleurs sont proposés. Waouh, c'est une voiture de taille moyenne. Si c'était vraiment une grande premium de plus de 5 mètres, on s'y attendrait. Mais en termes de taille, ce véhicule est de la catégorie du Sorento. Et en termes de prix, c'est une voiture très chère en Chine. Je suis vraiment curieux de savoir à quel prix elle sortira en France. En particulier, elle est même équipée d'une suspension pneumatique. La puissance est de 2160 watts. Rien qu'en regardant la structure, c'est complètement Volvo. Chez Volvo, il y a un tweeter rond de ce côté, et ce véhicule a aussi un tweeter à cet endroit. Comme je l'ai dit, il y en a 3 en tout. Peu importe où vous êtes, vous profitez d'un bon son. En haut, il y a le tweeter pour les hautes fréquences, puis le haut-parleur de médium et celui pour les basses, donc comme il y a 3 haut-parleurs regroupés ainsi, on peut vraiment s'attendre à un excellent son. Même sans 3e rangée, il y a des haut-parleurs à l'arrière et un caisson de basse inclus. Et il y en a aussi de ce côté, n'est-ce pas? Des haut-parleurs sont placés de chaque côté de l'appui-tête du conducteur pour transmettre discrètement les informations de conduite importantes. Ici, une fonction permet de ne pas déranger les autres passagers. Ce genre de détail, c'est impressionnant. La fonction Dolby Atmos est officiellement proposée. J'ai démonté le haut-parleur et d'après la description, il est en titane. Le titane permet d'entendre les aigus de façon plus claire. Et l'infodivertissement fait 16 pouces. La traduction complète en coréen est terminée. Ah, il y a autant de coréens intégrés, mais ce qui est surprenant avec le coréen, c'est que quand on regarde les voitures importées, la police, la taille ou la couleur du texte en coréen sont souvent étranges après la traduction. Donc sur ces aspects, les voitures nationales font vraiment du bon travail, c'est ce qu'on finit par dire.
Regardez, même comparé aux véhicules nationaux, on en est déjà arrivé là. D'un autre côté, c'est aussi un peu effrayant. Avec ce niveau de localisation en coréen, il suffit de manipuler quelques fois pour s'y habituer, c'est ainsi organisé. L'interface, les couleurs et la police semblent correctes. Vous voyez de quoi je parle, non? Enfin, évoquons le groupe motopropulseur, un système 800 volts ultra haute tension. Les moteurs électriques, situés à l'avant et à l'arrière, offrent une transmission intégrale. Cette section traite de la suspension pneumatique. Comme mentionné, il y a le double triangle à 5 bras, le freinage haute performance, les amortisseurs à réglage variable et la suspension pneumatique. Et pour les performances, on a une puissance de 475 kW et un couple de 710 Nm. Pour atteindre 710, il faut au moins une véhicule électrique, 9 Gran Turismo parmi les véhicules nationaux, car même pour un modèle transmission intégrale haute performance, c'est généralement autour de 600. Ah, c'est vraiment puissant. Enfin, la plateforme Sustainable Experience Architecture que nous avons pu voir sur les véhicules Volvo est maintenant celle du groupe Geely, car Volvo est une filiale de ce groupe. Elle est équipée d'une batterie Kirin de 100 kWh. Le système d'infodivertissement, doté de la puce Qualcomm Snapdragon 895, permet une utilisation rapide et offre une vitesse supérieure à celle d'une tablette. Il fonctionne vraiment de manière très fluide. L'affichage tête haute mesure 36,2 pouces à l'avant et reste très élégant. Je fais toujours attention à la police, aux couleurs et à la taille. Je devrais l'utiliser moi-même, mais la première impression est bonne. Hein? Mais c'est un écran mini LED? Voilà pourquoi la netteté est aussi impressionnante. Ah, c'est encore un point qui m'a surpris. D'habitude, ce genre d'information n'est pas indiqué sur le site officiel, mais il paraît qu'ils ont conçu l'isolation sonore à pas moins de 119 endroits. Tous 4 ont des vitrages acoustiques doubles. 3 amortisseurs de vibration et de bruit sont présents, mais il faudra les tester en conduite. La sécurité est essentielle. En cas de collision, le châssis absorbe le choc et la partie du moteur électrique tombe vers le bas. Comme les genoux du conducteur se trouvent ici, cette structure descendante permet de protéger les jambes du conducteur en toute sécurité. Pour information, le 7X a obtenu la note maximale de 5 étoiles à l'Euro New Car Assessment Programme. Il a un châssis ultra résistant et une sécurité renforcée sur les montants. Et j'ai été vraiment surpris par cette fonctionnalité. En cas d'accident, il y a une fonction d'évacuation d'urgence par la fenêtre, où la vitre se brise automatiquement comme ceci. Cela aide à s'échapper en toute sécurité et c'est la première fois que je vois une telle fonctionnalité. On peut voir la partie concernant la batterie ainsi que la structure du cadre qui a été pressé d'un seul tenant. En fabriquant d'un seul tenant, on réduit le poids et la rigidité augmente. Je crois qu'ils l'ont renforcé avec une structure cristalline en fibre. Le système de freinage d'urgence est proposé en Corée. Voilà, nous avons donc examiné la 7X, qui sera bientôt lancée en Corée via Zeekr Korea. Ah, il ne reste plus qu'à connaître le prix. Bien sûr, la vérification de la durabilité est toujours nécessaire, mais il s'est déjà écoulé suffisamment de temps depuis le lancement de ces véhicules en Chine. 7X est déjà disponible dans environ 5 ou 6 pays, y compris l'Europe. Ce véhicule étant déjà commercialisé, sa durabilité a donc été partiellement vérifiée. Je pense que tout est presque prêt maintenant. On ignore la date de mise en vente l'an prochain, mais ce ne sera sûrement pas au second semestre. Ce serait bien de le découvrir au premier semestre. Ah, aujourd'hui j'étais un peu excité de vous en parler, mais en fait la voiture qui m'intriguait beaucoup était la Sevanx. Quand cette voiture sortira, je vérifierai ses qualités à travers un essai routier. Si vous souhaitez recevoir automatiquement la prochaine vidéo sans attendre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé rapidement des nouveaux modèles. Merci.